Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Nous recevons ce soir Jacques Moliba, professeur des universités. Avec nous allons parler de l'actualité environnementale et bien entendu des questions sur le transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad et aussi la gestion de nos forêts. Comment ça se passe? Quelles conséquences? Quelles sont les attentes? Comment le pays la RDC doit-elle se comporter sur le plan international en ce qui concerne les négociations sur les climats? Nous allons le recevoir dans quelques instants après. Le portrait. Célestin Moliba Bakanza est docteur en géographie physique avec spécialisation en climatologie depuis 2005 à l'université Charles de Prague en République tchèque. Ce chercheur, affilié au laboratoire d'écologie politique, l'AECOPLO en sigle, met son expertise aussi au profit de l'Institut de physique atmosphérique de l'Académie des sciences en République tchèque. Ce climatologue de renommée internationale a importé ses compétences en RDC où il œuvre depuis 2013 dans l'enseignement supérieur comme professeur à la faculté de pétrole et gaz au sein de l'université de Kinshasa. Jacques Moliba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue et nous avons cette joie de vous recevoir ce soir sur notre plateau. C'est vrai que la question fait la une de l'actualité à un certain moment. N'empêche à ce que nous puissions y revenir. Le transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Vous êtes climatologue, qu'est-ce que vous conseillez? Comment entrevoyez-vous l'affaire? Bon, en tant que climatologue, je dirais que le transfèrement des eaux du bassin du fleuve Congo au lac Tchad, c'est une atteinte anthropique sur les équilibres naturels des écosystèmes et c'est quelque chose qui aura un impact et moi je crois que l'impact sera négatif à la fois sur le bassin du Congo et sur le bassin du lac Tchad. Donc il n'aura pas résolu le problème au lac Tchad, mais il aura créé un problème au niveau du bassin du Congo. Même s'il y a des études de faisabilité qui sont faites, des études minutieuses, ça ne pourra toujours pas marcher sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. C'est pas faisable? S'il y a des études qui ont été faites sur le plan, les études climatologiques ou écologiques faites au niveau du bassin du Congo, je crois que ces études devraient révéler une chose, que les conséquences et les risques de ce processus seront majeurs et négatifs pour le bassin du Congo, s'il y a étude. Alors, si on arrivait à ponctuer ces eaux à partir de l'embouchure, par exemple, parce que là, c'est de l'eau jetée, est-ce que ça ne pouvait pas servir, on ne pouvait pas s'en servir? C'est vous qui croyez que l'eau de l'embouchure est jetée, l'eau de l'embouchure n'est pas jetée. Il existe au niveau... Directement déversé dans l'océan. Oui, justement, c'est ce que je voudrais vous dire. L'océan, il est salé, donc il y a un taux de salinité très élevé à l'océan et les eaux de l'océan ne sont pas utiles pour les écosystèmes terrestres. Donc il y a un point d'équilibre entre les eaux douces et les eaux salées de l'océan. Donc ce point, c'est le niveau où la concentration du sel est au niveau zéro. Alors, il peut être, je ne sais pas moi, situé à Banana ou à Boma. Donc le problème qu'il y a, c'est que l'océan cherche à pousser les eaux du fleuve, mais parce que le cours d'eau vient se déverser vers l'océan, il pousse également les eaux salées de l'océan, l'avancée des eaux salées de l'océan. Si vous le diminuez, vous diminuez les débits. Donc vous augmentez également, vous repoussez également ce point d'équilibre entre l'océan et si les eaux de l'océan pénétraient les terres, donc ils vont avoir des conséquences sur les écosystèmes. Et il y a d'autres scientifiques, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec ce transfèrement des eaux, mais il y a d'autres scientifiques qui pensaient qu'il était possible de ponctuer l'eau à partir de Boulambemba, par exemple. Je ne connais pas où se situe Boulambemba. Je ne sais pas exactement. Bon, je n'ai pas vu également, je ne connais pas leur argumentaire.
Si on le fait même à 12 km, on va diminuer le débit et on va augmenter la possibilité, on va donner la possibilité aux eaux des océans d'avancer plus vers l'intérieur du pays. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Si les eaux des océans étaient utiles pour le pays, un pays comme la Libye n'aurait jamais eu besoin des eaux du fleuve Congo. Il aurait pris directement de l'océan parce que la Libye ou un pays également comme le Nigeria, ou un pays comme, je ne sais pas moi, ou même le Tchad, pourrait prendre les eaux à partir des océans, mais on ne peut pas le faire parce que c'est l'eau douce qui est l'eau qui est utile. Le lac Tchad que vous voyez aujourd'hui, il couvre 25 000 km². Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'était une mer intérieure. Ces lacs couvraient, il y a 50 000 ans, plus de 2 millions de km². C'est presque toute la RDC. C'était ça, le lac Tchad. Il allait jusqu'au niveau de la Libye. Et il a perdu ses eaux, ces lacs, de suite d'un processus d'aridification, de l'avancée même du désert du Sahara, depuis cette période jusqu'à présent. Donc, il a perdu pratiquement 98% de sa superficie. 98%. Donc, et le processus continue. Le processus continue, Il continue seulement au niveau du lac Tchad, pas sur les autres continents. Non, le processus continue au niveau de l'ensemble du continent. Les déserts du Sahara avancent. Je dois vous dire également que les Sahara que vous voyez aujourd'hui désertiques n'étaient pas hier désertiques. C'était une forêt. C'est quoi qui accentue son avancement? J'ai dit l'avancement, c'est l'aridification, c'est le processus, disons la désertification est en fait liée au fait qu'il y a une augmentation des pertes en eau par l'évapotranspiration et une diminution progressive de la pluviosité. Donc la pluviosité diminue et l'évaporation augmente, mais cette évaporation n'est donc pas liée à la formation des nuages qui puissent précipiter parce que l'atmosphère de ces régions est stable. Donc ça, ce sont des notions plus ou moins techniques. Comme on n'a pas le temps, je ne veux pas entrer dans les détails, mais comprenez simplement qu'il y a un processus qui a commencé et elle continue. Et cette désertification avance même jusqu'aujourd'hui. Elle a touché même certains pays du Golfe de Guinée. Donc certaines régions du Golfe de Guinée. Donc nous ne sommes pas épargnés, mais au moins, là c'est une information que je vous donne, la RDC, disons le bassin du Congo, constitue les boucliers du continent africain par rapport à l'avancée même du désert. Donc nous nous constituons au monde une des plus grandes cellules de convection du monde. Il n'y a que nous, il n'y a que le Brésil et l'Indonésie. C'est ce qui explique le fait que vous trouvez au Congo, en Indonésie et au Brésil des grandes forêts. C'est à cause de la forte activité de convection. Mais c'est quelque chose qui subit des balancements en fonction de certaines conditions. Par rapport à cela, l'avancée du désert est plus ou moins freinée au niveau du bassin du Congo. Mais si on fait la ponction d'eau des surfaces, vous amenez ça quelque part pour remplir dans un lac qui ne pourra pas retenir ces eaux, parce que le lac ne retient pas, le lac Tchad, depuis des millénaires, il ne pourra pas retenir ces eaux. Donc vous allez envoyer, c'est comme si vous déversez un gobelet d'eau dans un, je ne sais pas moi, dans un sol sableux, et ensuite vous allez chercher où se trouve l'eau. Parce que là, il y a un problème. Donc nous nous protégeons par rapport à l'avancée, mais lorsqu'on fait une ponction, on va déverrouiller le bouclier et c'est toute l'Afrique qui sera embrasée. L'éco-découverte. Éco-découverte. Le monde entame une période de surconsommation des ressources. The Global Footprint Network, un institut de recherche international établi à Oakland, en Californie, a révélé un Overshoot Day, entendez par là, jour du dépassement. Les chiffres sont plus alarmantes que l'année dernière. L'humanité vit désormais à crédit. 100% des ressources prévues pour la consommation jusqu'en décembre 2018 viennent d'être épuisées en seulement 7 mois.
À la lumière de ces données, cette année, des arbres ont été coupés à un rythme très accéléré que celui de leur croissance. Plus de poissons dans les mers ont été prélevés. Des carbones ont davantage été rejetés dans l'atmosphère que les forêts et les océans peuvent en absorber. Conséquence de cette surconsommation, la déforestation, le déclin de la biodiversité, pénurie en eau, acidification des océans, érosion des sols, accumulation des déchets ou encore élévation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui affecte l'ensemble du globe. Il ressort ainsi que la consommation de l'humanité dépasse plus de 70% des ressources disponibles. Selon ce rapport, l'équivalent de 1,7 de la planète demeure une nécessité pour assouvir les besoins des humains. Au total, l'empreinte écologique des pays développés est 5 fois supérieure à celle des pays pauvres. Les pays en voie de développement comme la RDC sont plus victimes de cette réalité. Pourtant, grands compensateurs grâce à ses potentialités en ressources naturelles et hydroélectriques. Le pays possède aussi 2/3 de la forêt tropicale d'Afrique. Sa réserve en biodiversité est pourtant menacée d'extinction, notamment avec le conflit qui guette le parc de Virunga pour l'exploitation pétrolière. Si la date du dépassement mondial de 4 ou 5 jours chaque année, calcule l'ONG, parvient à être reculée, l'équilibre peut être retrouvé en consommant les ressources d'une seule terre d'ici à 2030. Et pour inverser la tendance, ces humanitaires préconisent qu'il faudra d'abord limiter les émissions des gaz à effet de serre qui représentent à elles seules 60% de l'empreinte écologique mondiale. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra de reporter le jour du dépassement de près de 3 mois. Ainsi, pour espérer vivre de nouveau un jour dans les limites de la planète, il faut limiter l'empreinte alimentaire. Pour cela, il est indispensable de stopper la déforestation, diminuer la consommation des produits dérivés des animaux, lutter contre les gaspillages alimentaires, d'opter pour des modes de production plus durables comme le bio, l'agroécologique ou la permaculture, recommandent des experts de l'agriculture et de l'alimentation au WWF. Est-ce que c'était aussi faisable, le transfèrement des eaux? Sur les plans techniques, Sur le plan technique. bon là, je ne suis pas capable de vous répondre. Il y a sûrement des Vous dites que c'était spécialistes. une simple provocation? Je ne crois pas que cela soit une provocation. Je crois qu'il y a un besoin réel parce qu'il y a une pénurie en eau de suite du fait que le bassin ou le lac Tchad s'assèche. Donc ce n'est pas une provocation. Je crois que ces populations en ont réellement besoin. Mais il y a également d'autres problèmes qui me surprennent, ou certains faits qui me surprennent. Hein. Au même moment que ces pays demandent qu'on transfère les eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, au même moment, ce même pays construisent des barrages sur les principaux tributaires Là, ça du s'explique lac par Tchad. quoi déjà? Il y a un besoin, mais dans l'entretemps... Donc ça veut dire tout simplement qu'on veut une chose et son contraire à la fois. C'est comme ça que je dis que c'est une provocation peut-être. Ou bien qu'ils ont besoin des eaux. S'ils ont besoin des eaux, ils ne peuvent pas construire des barrages. Hein. Le lac Tchad a 2 grands affluents. Le premier, c'est le Chari, qui tire sa source des plateaux de la Centrafrique. Et le deuxième, c'est le Yobe, qui vient du Nigeria. Et le lac se situe sur la frontière entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. C'est-à-dire qu'il profite à la fois à ces 3 pays. Alors, si les Nigérians ont besoin des eaux, ils ne devaient pas construire 2 barrages sur le Yobe parce que les 2 barrages privent catégoriquement le lac d'un approvisionnement en eau. Besoin chez lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais il y a d'autres sources. Le Nigeria a un potentiel énorme, Mais ils ont... un potentiel photovoltaïque énorme. Le Nigeria peut produire de l'énergie photovoltaïque sans pour autant faire des barrages. Et je crois que s'ils ont besoin des eaux, qu'ils demandent par exemple que les négociations se fassent autrement, qu'ils demandent aux Congolais de l'air intégré dans leur programme énergétique. Et l'énergie produite ici
à Inga peut être facilement vendu au Nigeria et le Nigeria peut supprimer ces barrages. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'eau. Peut-être dans les jours à venir, parce que ici déjà le taux d'électrification est faible, on nous parle de plus ou moins de 9%. Allez-y voir par rapport aux besoins. Il y a aussi un problème. La pression anthropique exercée sur les ressources forestières suite à la recherche du bois énergie. Oui, mais ce n'est pas lié au potentiel. Donc le potentiel, il est énorme. Le potentiel, la production qui est faible, c'est lié à la technologie. Le projet de transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad a été enterré ou a été remporté par celui relatif à la création des forêts artificielles. C'était lors de la conférence internationale sur le bassin du Tchad. Là, je suis très content parce que c'est ce que je dis, la solution ne passe pas par la ponction, prendre les eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, mais la solution passe par la mise en place des techniques qui augmentent la rétention en eau et la réforestation. C'est une des techniques qu'ils peuvent utiliser pour augmenter la rétention. Elle est durable. Et je vous informe que dans l'ensemble du bassin, disons dans le bassin du lac Tchad, même dans les endroits où le lac a disparu, les nappes aquifères sont bien riches en eau. Donc ces nappes peuvent supporter une végétation luxuriante. Et cela permettra également à augmenter la rétention des eaux de pluie. Mais c'est quoi d'abord l'état actuel du bassin du Congo? Bon, je ne vais pas parler de l'état dans d'autres domaines. Je reste dans le domaine de la climatologie. Exactement. Sur le plan climatique, parce que le bassin, quand on parle du bassin, ça évoque l'hydrologie et bien d'autres domaines, mais moi je reste sur ce qui se passe dans l'atmosphère et c'est l'atmosphère qui alimente. Je dois dire que sur les bassins du Congo, la situation est en termes, il y a réchauffement dans l'ensemble du bassin, il y a augmentation de température, mais sur le plan pluviométrique, et ça c'est la donnée la plus importante en ce qui concerne l'alimentation en eau superficielle, donc sur le plan pluviométrique, il y a augmentation de la pluviosité dans la zone tropicale du bassin, tropicale et subéquatoriale, mais dans la région équatoriale, il y a diminution de la pluviosité. Ça s'explique par quoi? Je ne veux pas maintenant pour le moment vous parler des causes. Je ne veux pas parler des causes. Je suis en train, parce que c'est une étude que je suis en train de faire maintenant, j'ai des premiers résultats qui indiquent qu'il y a aridification également dans la partie équatoriale, une diminution de la pluviosité qui peut avoir plusieurs causes. On va essayer de voir dans quelle mesure la modification du bilan radiatif a agi sur la convection, le processus de convection, parce que ça peut être une des causes. Il se pourrait qu'il y ait diminution de l'évaporation. Je n'ai pas de données sur l'évaporation. Ça pourra me donner une information. Les recherches pourront prendre combien de temps pour avoir plus de résultats? Bon, je continue. Ça pourra prendre encore quelques mois, peut-être une année encore ou 2 ans. Mais je continue à travailler. Mais est-ce que la pression anthropique peut aussi expliquer une des causes? Absolument, et elle contribue. La pression. Est-ce qu'il est d'ailleurs, cette pression-là, elle est forte, réellement forte? Oui, elle est. On la sous-estime, mais elle est forte. Il y a une très forte destruction des forêts, dans la partie équatoriale. Depuis un temps, c'est la zone forestière par excellence du Congo. Et depuis un temps, il y a beaucoup de sociétés forestières qui sont partout installées. Chez moi, si vous allez chez moi à Bikoro, tout ça, vous voyez des vastes étendues de forêts qui sont dévastées. Alors, si vous dévastez l'étendue des forêts, vous dévastez également, vous modifiez les bilans radiatifs. Vous créez un forçage radiatif sur les climats. Donc, on modifie les bilans radiatifs. C'est quoi? Ça renvoie à quoi exactement? Oui, les bilans radiatifs, en fait, renvoient au rayonnement solaire.
Parce que le moteur de notre système climatique, c'est le rayonnement solaire. Toute l'énergie que nous avons ici, elle provient du soleil, même la biomasse. Même la biomasse provient de l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qui est capturée par la chlorophylle qui synthétise la matière minérale inorganique pour produire des sucres, c'est-à-dire la matière organique. Même, je ne sais pas moi, l'éolien, c'est le solaire, donc c'est la transformation de la chaleur en énergie cinétique. Hein. Donc, je peux parler de beaucoup, mais je vais dire le moteur de notre système climatique, c'est l'énergie solaire. Et cette énergie, quand elle vient, elle est modifiée. Nous recevons une quantité de l'énergie qui subit des modifications lors du passage dans l'atmosphère et des modifications au niveau de la surface. Donc, on reçoit une partie et nous perdons également. On perd par rayonnement, on perd par réflexion cette énergie et on perd également par cette transformation par conduction, donc par la transformation, qu'est-ce que je vais dire par convection, la transformation de cette énergie en énergie latente. Donc, nous perdons. Maintenant, il y a un bilan. C'est ce bilan-là qui est équilibré. Ce que nous recevons et ce que nous perdons. Donc il est équilibré. Il aurait été déséquilibré s'il n'y avait pas effet de serre. Mais parce qu'il y a effet de serre, l'effet de serre permet de ramener l'équilibre radiatif. Maintenant, ça c'est un système naturel qui fonctionne naturellement. Les systèmes, ils fonctionnent naturellement comme ça. S'il y a un facteur externe qui vient perturber cet équilibre naturel, il provoque les changements climatiques. Et là, on parle du forçage radiatif. L'éco-créativité qui donne la place à l'éco-geste. Éco-créativité. mosala oyo ezali na baintérêt mwa ebele. Intérêt ya liboso ezali mpona makambo etali zamba. Soki tozali kosala mbambola oyo ekouvrir bato ebele bazwi mbambola moye te ya kokataka lisusu bakoni. Tokozwa kaka mbambola mpona kodiminie oyo ezali mpona unité de reproduction mpona biso mpona kotangisa bana nazwi natangisi bana omoni nazwi oyo azali mwana nazali komonisa ye mosala oyo à la longue ye mpe mwana akozwa moye ya kosala mosala biso bamama ya sel de yenze tosepeli tozwa développement mpo mosala oyo bomemeli biso awa eza mosala moko kitoko mbambola na biso tozolambela yango na periode ya bambula oza ndaku na yo ozolambela mbambula mwayo transporte ekolo na mukongo na bakoni eza te. Le professeur Jacques Moliba, nous parlons de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes climatologue. Sur le plan climatique, qu'est-ce qui fait la force de la RDC? Aujourd'hui, sur le plan climatique, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la cause majeure des changements climatiques aujourd'hui est liée à l'augmentation de l'effet de serre. Donc, pas l'effet de serre en soi, mais à l'augmentation de l'effet de serre. Il y a une nuance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel, qui est la cause des changements climatiques récents. Or, aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques, on doit ramener les émissions de gaz à effet de serre à un niveau où les écosystèmes naturels sont capables de recycler. C'est ça l'élément clé de la lutte contre les changements climatiques. Or, les écosystèmes qui recyclent le plus, ce sont les océans, mais également les forêts, les biomes. Et ce sont plus, je ne veux pas négliger les forêts canadiennes, ainsi de suite, mais les forêts tropicales recyclent plus. Pourquoi par rapport aux autres forêts? Elles sont plus humides. Et il y a une très forte accumulation de la matière organique dans nos forêts équatoriales. Est-ce que la RDC capitalise cette force écologique sur le plan international? Non, je crois qu'elle-même, elle doit se connaître. Quand vous ne vous connaissez pas, vous souffrez de l'ignorance. Quand vous allez également dans ces négociations, donc vous n'aurez rien à apporter. Elle ne se connaît pas, vous pensez? Oui, je le crois. Je ne vois pas la RDC peser dans les négociations alors que la RDC devait être le moteur.
C'est par ignorance. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle pèse? Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui vole la vedette, demain c'est le Congo-Brazzaville. Oui, qu'est-ce qu'il faut pour parce qu'on utilise au Cameroun des personnes qui comprennent réellement la problématique. Et ici, je ne sais pas si on utilise des gens qui connaissent, qui comprennent réellement la problématique. Chez nous, c'est un problème de compétences. Je crois qu'il y a un problème de compétences. Il y a un problème, ça, on ne doit pas se voiler la face. Je crois sincèrement qu'il y a un problème de compétences. Est-ce qu'on comprend pourquoi il y a ces négociations? Pourquoi on organise des négociations sur les changements climatiques? Pourquoi? Et si on va dans ces négociations, un pays comme la Russie, il a ses positions parce qu'il connaît son pays. Lui, la Russie sait par exemple que le réchauffement climatique, c'est une bonne chose pour la Russie. Dans quel sens? Dans le sens où la Russie recouvre ou regorge d'étendues énormes au niveau de la Sibérie qui sont recouvertes de glace. Et c'est une région très riche en minerais qu'elle ne peut pas exploiter. Et la déglaciation, les dégels permettra à la Russie de conquérir facilement cette région. Donc la Russie considère... la zone aussi sera en insécurité. Oui, mais la Russie considère ses propres intérêts, les États-Unis également, les Français, ainsi de suite. Le Congo en a également. Hein? Le Congo en a également. Lorsque on va là-bas, je veux vous informer que toutes ces négociations représentent quoi en réalité? Elles représentent tout simplement une gouvernance mondiale sur le climat. Est-ce que les Congolais le savent? Et ce sont des décisions qui sont appliquées. Cette gouvernance mondiale sur le climat est-elle effective? Elle est difficile. Gouvernance sans financement? Oui, elle est difficile. Elle est difficile, mais elle est en marche. Elle est en marche et le Congo également. À quelle proportion? Bon, on ne va pas parler de proportion parce que mais c'est quelque chose qui est en marche parce qu'on veut atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Atteindre les objectifs, c'est vrai, mais il faudra les atteindre avec des financements qu'il faut. Les financements sont là. Aujourd'hui, ils se sont tournés vers les pays en voie de développement, il faut financer des projets. Oui. Est-ce qu'il y a des financements? Les financements qui sont faits ou ce sont des promesses qui sont... Non, ce ne sont pas des promesses, les financements sont là. Les pays développés sont conscients de leur responsabilité historique sur les réchauffements climatiques actuels. Tant bien même qu'aujourd'hui, ils ne sont pas responsables seuls. Aujourd'hui, même le Congo devient également émetteur. La Chine devient un grand émetteur. Donc, ces pays ils savent et ils financent à la hauteur de plus ou moins 5% de leur PIB. Je reviens chez nous en RDC. Conservation, exploitation des forêts. Qu'est-ce que vous conseillez le plus? Vous êtes climatologue. Il faut conserver les forêts. Et comment jouir de nos ressources forestières? Comment jouir de nos ressources? Mais on n'a pas que les ressources forestières. On n'a pas que les ressources forestières. Et si on optait par exemple... Même le sable, il est une ressource importante qu'on néglige. Une exploitation encadrée? Je crois qu'on ne doit pas priver les populations locales de leurs biens. Ils doivent faire usage de cela, sauf qu'on doit rationaliser cette exploitation. On ne doit pas aujourd'hui donner des autorisations aux grandes entreprises pour aller déforester, déboiser et vendre le bois. Et les revenus de la vente de ces bois, ils déposent ça dans les banques étrangères, ne profitent pas à la population congolaise. À quoi bon? Apprenons ensemble dans Concept Vert. Concept Vert. La biodiversité ou la diversité biologique est la variabilité parmi les organismes vivants provenant de tous les milieux, qu'ils soient terrestres, marins ou d'autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cette variabilité comprend la diversité parmi les espèces, entre les espèces et au sein des écosystèmes. Une explication tirée du glossaire du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Climatologue de formation, professeur des universités. Nous avons parlé du transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Nous avons parlé de la force écologique de la République démocratique du Congo.
comment vous résumez par rapport à votre passage sur ce plateau? Alors ça, c'est une question assez difficile pour moi de répondre. Non, je dirais que je veux, à travers votre micro, contribuer à la fois à la vulgarisation des connaissances qui sont ignorées et à renforcer également ou à aider l'autorité à savoir gérer les ressources naturelles et le climat également qui fait partie de ce pays. Voilà. Nous en profitons quand même de votre passage sur ce plateau pour vous poser une autre question. Des vagues de chaleur vécues à Kinshasa, ça s'explique par quoi selon vous? Les vagues de chaleur constituent ce qu'on appelle un extrême, voilà, un extrême climatique, un extrême de température. Et aujourd'hui, les changements climatiques, on a étudié, on a constaté que la tendance actuelle liée au changement climatique est que ces changements se manifestent par une augmentation de la fréquence des événements météorologiques ou climatiques extrêmes. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus une forte fréquence des canicules, une forte fréquence par exemple des pluies torrentielles ou une forte fréquence des cyclones, de ce genre de phénomènes. Le cas de Kinshasa s'explique par quoi? Oui, ça s'explique par ça justement. Qu'est-ce que vous conseillez? Comment il faut se comporter? Quelles solutions vous préconisez? Bon, je peux préconiser beaucoup de choses. Je sais que les vagues de chaleur, généralement, ont un impact direct sur la santé. Et là, je dois dire deux choses. La première, c'est que quand il y a vague de chaleur, généralement, c'est la température minimale qui augmente plus que la température maximale. Bon, elle qui augmente, mais qui fait problème à la santé. Voilà ce que je voulais dire, pas plus, mais qui fait problème à la santé. Pourquoi? Parce que les températures minimales sont des températures qui généralement sont observées la nuit. Et la nuit, c'est un temps où l'organisme vivant a besoin de se régénérer. C'est la nuit que nous dormons. Donc, c'est surtout, on doit plus faire attention aux températures de la nuit parce que ce sont ces températures qui créent des problèmes et les gens peuvent mourir, même de problèmes pendant la nuit. Donc, on doit maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, donc j'allais peut-être parler d'autres choses, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre. Et là, c'est en collaboration avec les médecins. La deuxième chose, pour les enfants par exemple, ils développent certaines maladies qui sont liées, une maladie qui est liée simplement aux canicules, à la température, et qui est liée à l'augmentation de la température, à une fièvre qui ne répond pas aux analgésiques, ainsi de suite. Or, ici, on a généralement tendance à croire que lorsque l'enfant a la fièvre, c'est la malaria, ainsi de suite, alors que la fièvre peut justement être liée à un problème de l'augmentation de température. Et là, la solution, ce n'est pas les analgésiques, mais c'est tout simplement le couvrir je ne sais pas, un bain d'eau froide, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Modiba. Ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, on va se séparer par votre idée pour la planète. Merci. Merci. Mon idée pour la planète.